Ce cours, intitulé Genre et négritude en Caraïbes, la parole des femmes, propose une discussion croisée des notions de genre et de négritude en contexte caribéen et interroge la portée du discours des femmes dans la région. Souvent laissées en marge de l'histoire, les femmes afro-caribéennes ont longtemps été dévalorisées, ignorées ou effacées des discours hégémoniques et patriarcaux. Ce déni et cette incapacité à entendre les voix de femmes de la région sont constamment dénoncés dans les travaux des théoriciennes féministes caribéennes. Dans son ouvrage Moving Beyond Boundaries, la féministe trinidadienne Carol Boyce Davis contribue à faire ressurgir les voix de femmes caribéennes hors du silence imposé et hors de la dévalorisation de leur écriture, comme si elles s'apparentaient à du non-parlé, du non-dit, non-existant, déformé, incompris ou effacé. En 1990, l'ouvrage fondateur pour la littérature des femmes de la Caraïbe, Out of the Combler, définissait l'absence de voix féminine comme double. D'une part, l'absence de voix comme absence historique du texte de la femme écrivain, c'est-à-dire l'absence d'une position spécifiquement féminine sur des questions telles que l'esclavage, le colonialisme, la décolonisation, les droits des femmes et sur des questions sociales et culturelles plus directes. Et d'autre part, l'absence de voix comme le silence, c'est-à-dire l'incapacité à exprimer une position ainsi que la construction de la femme comme silencieuse dans certains textes. Dans la Caraïbe anglophone, les femmes ont longtemps été exclues des discours dominants et ont eu du mal à imposer leur voix et à développer leur agentivité, mot qui vient du terme anglais agency, c'est-à-dire leur capacité à agir et à renverser les rapports de pouvoir. Au début des années 30, les écrivains caribéens eux-mêmes, par exemple le Jamaïcain Claude McKay et le Trinidadien Alfred Mendes, dans leurs romans respectifs Banana Bottom et Black Phones, ont contribué à cette absence d'agentivité, car ils ont souvent disqualifié ou déprécié les voix de leurs homologues féminines en les qualifiant de simples bavardages ou de commérages. Pourtant, la fin des années 80 a vu l'émergence des productions intellectuelles des femmes de la Caraïbe et l'absence de point de vue féminin n'est aujourd'hui plus d'actualité en ce qui concerne les productions littéraires dans la Caraïbe anglophone. Cette région regorge en effet d'écrivaines contemporaines, talentueuses et reconnues chez elles et dans la diaspora. On nommera Jamaica Kincaid, Merle Lodge, Olive Sr., Dion Brand, Merle Collins, Grace Nichols, Anna Broadbur, Opal Palmer Adisa, Polly Marshall, Lorna Goodison, Nello Hopkinson, Makeda Silvera, parmi tant d'autres. S'agissant du pouvoir politique, nombreuses sont les femmes caribéennes anglophones qui ont marqué et continuent à marquer la région par leur agentivité et leur leadership politique. De la dame de fer caribéenne Mary Eugenia Charles, première ministre de la Dominique de 1980 à 1995, à l'honorable Mia Amor Motley, l'actuelle première ministre de la Barbade. Les femmes de la Caraïbe française ont en revanche une histoire bien différente et il semble qu'elles aspirent encore aujourd'hui à se positionner et à affirmer leur voix, en particulier dans certains cercles intellectuels et politiques. Dans le contexte martiniquais par exemple, dominé par les hommes, les milieux intellectuels ont vu l'émergence d'écrivains et théoriciens majeurs, Aimé Césaire, France Fanon, Édouard Glissant, et les trois auteurs de l'éloge de la créolité, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Les textes produits par les femmes ont été vraisemblablement éclipsés ou sous-estimés par ces penseurs et écrivains dominants qui ont eu en effet tendance à affirmer leur identité nègre ou leur créolité au détriment des voix de leurs compatriotes féminines et de la question du genre. Contrairement à leurs homologues caribéennes anglophones et afro-américaines, les Caribéennes françaises semblent également avoir développé une forme de complicité et de solidarité relativement ambiguë avec leurs hommes, ce qui semble les avoir empêchés de faire entendre leur voix publiquement
et pleinement. Les écrivaines martiniquaises en particulier ont vu leur espace d'expression s'amoindrir, car délimités par leurs confrères et contraints par les dictats du mythe de la femme potomitan. Le potomitan, qui désigne également la colonne cylindrique érigée au centre du temple vaudou haïtien, ce potomitan est devenu un symbole de la force de la femme dans les sociétés caribéennes francophones, y compris en Haïti. Les femmes ont donc vite ressenti la nécessité de s'approprier cette identité de femme potomitan au détriment de l'affirmation de leur identité propre. Les femmes potomitans sont décrites comme résilientes et pleinement responsables de leur foyer avec ou sans figure masculine ou paternelle. Ces constructions mythiques et culturelles ont constitué progressivement des fardeaux pour un certain nombre de femmes martiniquaises qui, historiquement, ont travaillé dur, mais souvent dans l'ombre des hommes ou de leurs hommes. Leur voix était donc rarement entendue à l'extérieur de la sphère domestique et privée. Les intellectuels et écrivaines contemporaines martiniquaises ne sont pourtant pas restées dans le silence. Elles ont élaboré et ont émis des points de vue importants sur les complexités de la construction identitaire martiniquaise, mais leurs voix n'ont pas été entendues et valorisées au même titre que celles de leurs homologues masculins. Au début des années 30, dans une société martiniquaise touchée par les difficultés sociales, la malnutrition et l'oppression coloniale, la négritude représenta un mouvement littéraire politique idéologique majeur. Menée par des penseurs, écrivains et politiciens francophones, elle eut un impact considérable sur les communautés antillaises à l'échelle locale et mondiale. Ses pères fondateurs, le Martiniquais Aimé Césaire, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Guyanais Léon Gontran Damas, étaient des intellectuels avant-gardistes et rebelles qui, à la fin des années 20, affirmèrent haut et fort la nécessité pour les peuples noirs d'affirmer leur négritude et leur héritage africain, ses cultures, traditions et croyances. Dans leurs discours, les poètes de la négritude critiquaient ouvertement le manque d'humanisme de l'Europe et rejetaient l'hégémonie des idéologies occidentales eurocentristes. La négritude était en effet un mouvement centré sur la question raciale et l'affirmation d'une identité noire à l'encontre du colonialisme et du racisme français. Toutefois, alors que les concepts de race et d'ethnicité ont été mis en lumière, la question du genre a été éludée par le trio de la négritude. Le cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939 par Aimé Césaire, est considéré comme la première œuvre majeure du mouvement de la négritude. Ce cahier emblématise les revendications raciales et culturelles des poètes de la négritude. La ville y est dépeinte selon un schéma ambivalent, englobant mouvement et immobilité, bruit et silence, animalité et féminité. L'image de cette paysanne debout, urinant debout, les jambes écartées, reflète à la fois la bestialisation et la force de la figure féminine dont la verticalité physique rappelle encore la construction mythologique de la femme potomitan. Dans ses textes poétiques, Aimé Césaire fait de nombreuses références à des figures féminines, en particulier à leur corps, leurs histoires et leurs gestuels, mais leur voix reste souvent inaudible. Qu'il s'agisse donc de la femme qui avait mis le nom de fontaine de soleil et de pleurs dans le cahier, de la femme marron restituée dans les armes miraculeuses, ou de la femme couchée comme une montagne décelée et sucée par les lianes dans Soleil coucoupé, dans ces textes, l'expression féminine semble davantage corporelle et passive que discursive et proactive. Pourtant, un certain nombre d'intellectuels martiniquaises ont mené des réflexions et ont produit des textes éclairants avant et pendant la période marquante du mouvement de la négritude, et souvent côte à côte avec leurs partenaires masculins. L'existence donc d'une forte généalogie féminine au cœur même de la négritude est en effet indéniable, même si elle a été sous-estimée par les structures patriarcales. Les Martiniquaises Suzanne Lacascade, Suzanne Roussy-Césaire, Paulette Nardal et Jeanne Nardal ont toutes
poser la question de la négritude en y intégrant la perspective genrée. Dès 1924, le roman de Suzanne Lacascade, Claire Solange, âme africaine, représentait un texte précurseur, mais n'a jamais été considéré comme appartenant à l'idéologie de la négritude. Dédié à ses ancêtres africaines et créoles, le roman de Lacascade dénonçait pourtant le racisme et l'oppression subie par les femmes noires. Son texte avant-gardiste, tout autant que son choix d'y intégrer systématiquement des expressions créoles, l'ont aussitôt ostracisé des cercles intellectuels et politiques en Martinique comme en France. Les sœurs Nardal, Jeanne et Paulette, ont elles aussi été sous-estimées en tant que pionnières de la négritude. L'essai de Jeanne Nardal, Internationalisme noir, a été publié en 1928 dans la Dépêche africaine, soit 10 ans plus tôt que le cahier de Césaire, qui fut toutefois considéré comme le marqueur historique du début de la négritude. Dans ce texte, Internationalisme noir, Nardal expose son point de vue sur la construction identitaire, la race noire et la dualité des subjectivités antillaises. Jeanne Nardal est en fait l'une des premières à poser la question « Qui sommes-nous dans ce monde de blanc ?» et à théoriser le fait d'être noir dans un contexte martiniquais complexe. Sa sœur, Paulette Nardal, elle, a édité en collaboration avec l'écrivain haïtien Léo Sajou 6 numéros de la Revue du Monde Noir entre 1931 et 1932, publiés en français et en anglais. Dans les objectifs énoncés dans le premier éditorial de la revue, les grandes lignes d'une pensée nègre sont tracées et les jalons de la négritude sont posés. Je cite: créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permettra de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur race. » Fin de citation. C'est précisément dans cette revue qu'Aimé Césaire eut l'occasion de lire les poèmes de Claude McKay, Alan Locke et Langston Hughes. Césaire fréquenta aussi, plus régulièrement qu'il ne l'admettra, les salons littéraires du dimanche organisés par les sœurs Nardal à Paris à cette même période. Dans une lettre adressée au biographe de Senghor en 1960, Paulette Nardal explique que Césaire et Senghor avaient mis en exergue des idées qu'elle et sa sœur avaient exprimées antérieurement, mais qu'en tant que femmes, leur voix avait été entendue dans une moindre mesure, car elles n'étaient après tout que des femmes. Quant à la voix de Suzanne Roussy-Césaire, épouse et mère des enfants d'Aimé Césaire, elle non plus n'a pas toujours été entendue, d'autant plus qu'elle vécut dans l'ombre de son illustre époux et représenta son soutien le plus précieux pendant la rédaction du cahier. Suzanne Césaire commença à écrire en Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, soit bien plus tard que les sœurs Nardal. Elle enseigna au lycée Victor Schœlcher à Fort-de-France, où Frantz Fanon et Édouard Glissant avaient étudié et se rappelaient l'avoir rencontré. Si les textes de Suzanne Césaire ne peuvent être envisagés sous un label strictement antillais, elle a souvent entrepris de souligner la nécessité de la connaissance et de la conscience de soi. L'affirmation de la construction d'une identité noire était donc une de ses préoccupations récurrentes. Dans son essai « Le malaise d'une civilisation » publié dans le journal Tropique en avril 1942, un texte aujourd'hui considéré comme sa contribution majeure à la négritude, Suzanne Césaire interroge l'ambivalence de l'identité martiniquaise et elle pose en quelque sorte la question de l'aliénation que Fanon posera 10 ans plus tard dans Peau noire, masque blanc. Elle y pose la question identitaire, à savoir ce qu'est le martiniquais, fondamentalement, littéralement et unilatéralement, je la cite ici. Et comment le martiniquais vit, pour en conclure, à l'apparition d'une contradiction déconcertante, et je citerai Suzanne Césaire, « La plus troublante réalité est nôtre, nous agirons. Cette terre, la nôtre, ne peut être que ce que nous voulons qu'elle soit. » L'idéologie de la négritude a donc été véhiculée par autant d'hommes que de femmes à travers leurs essais, romans, textes poétiques et représentations artistiques.
Les intellectuelles, écrivaines et artistes martiniquaises ne sont donc pas restées dans le silence. Elles ont élaboré et ont émis des points de vue majeurs sur les complexités de la construction identitaire martiniquaise. En Guadeloupe, il semble que les intellectuels et écrivaines aient réussi à affirmer leur voix dans une plus grande mesure dans les sphères littéraires et politiques. On pense à Gerty Archimède, Dany Bébel-Gisler, Lucette Michaud-Chevry, Maryse Condé, Simone Schwarzbart. L'essai de Maryse Condé, La parole des femmes, publié en 1979, démontre bien l'urgence de l'époque, s'agissant de faire entendre et réévaluer les voix de femmes dans la Caraïbe française. Des années 1980 à nos jours, les écrivaines martiniquaises et guadeloupéennes n'ont donc cessé d'explorer les angles de réflexion qui leur permettraient de dépasser la focalisation raciale de la négritude pour affirmer leurs identités féminines caribéennes. Un certain nombre d'auteurs contemporaines aux Antilles et dans la diaspora, tels que Gisèle Pineau, Fabienne Canor, Suzanne Dracius-Pinali et Mérine Seco, ont produit des fictions ou des essais qui mettent en lumière cette nécessité commune de démanteler la maison du père et de mettre en exergue la question du genre aux Antilles. Que ce soit la femme chiffre de Gisèle Pineau, les femmes humus de Fabienne Canor, L'autre qui danse de Suzanne Dracius ou encore La femme couresse de Mérine Seco, les auteurs antillaises dépeignent des figures féminines résilientes qui cherchent à faire entendre leur voix au-delà des schémas normatifs et au-delà du cahier patriarcal.